pour cette quatrième visioconférence, on reprend le sujet, en fait, un sujet qu'on avait prévu de faire en présentiel depuis longtemps, à savoir l'impact de la voix dans le leadership. C'est vrai qu'en tant que dirigeant, nous sommes régulièrement amenés à prendre la parole, que ce soit auprès de nos équipes ou dans nos relations professionnelles, des prises de parole publiques régulières. C'est vrai qu'on oublie parfois l'influence de la voix lors de nos prises de parole. Or, c'est un outil de communication très important au-delà de la gestuelle. Et c'est vrai qu'on se rend compte que l'impact de la voix est également très important actuellement au travers de la communication des nouvelles technologies, que ce soit en audio ou en visioconférence comme aujourd'hui. Je tiens à remercier Véronique Bicheret, qui est notre intervenante de ce jour, pour sa présence et le temps qu'elle nous consacre. J'espère qu'on aura l'occasion de la rencontrer en présentiel lors d'un prochain événement auquel nous pourrons l'inviter. Et puis, merci beaucoup à Catherine Glémin de Booster Academy, mais qui est également administrateur de la SEM, et à ce titre qui va jouer le rôle d'animateur pour l'atelier de ce matin. Et puisque malheureusement, vers 10 heures, je serai dans l'obligation de vous quitter. Donc, je laisserai Catherine clôturer l'intervention et je laisse la parole à Catherine et Véronique. Eh bien, merci Mandrine. Moi, je suis aussi super ravie de vous présenter Véronique ce matin, puisque c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui j'ai l'occasion de travailler, que j'ai l'occasion de rencontrer. Bref. Donc, comme j'anime, je vous partage les règles de la visio que certains d'entre vous connaissent déjà. Mais c'est important qu'on pose le cadre dès le départ, puisque Véronique va pouvoir intervenir de cette façon et que vous allez pouvoir en profiter le mieux possible. Donc, pour cela, je vous propose de passer en mode avion et de décoller ensemble pour le temps qu'on a à faire ce voyage tous en visio. Vous êtes au calme, ça s'entend, ça se passe, enfin, vous êtes disponible, donc c'est nickel. Pour ne pas se couper la parole, le plus simple, c'est de laisser les micros quand vous n'intervenez pas en muet. Ça vous évite aussi de partager des sons parasites qui sont pas utiles. J'enregistre, je vous en informe actuellement, et je l'ai mise en route au début de l'intervention de Mandrine. J'enregistre pour pouvoir partager derrière l'animation et ce que va partager avec nous Véronique. Vous avez la possibilité pour pouvoir prendre la main, pour pouvoir poser des questions et réagir d'ailleurs aux interactions, parce que Véronique va vous faire participer. Et donc, de façon à organiser cette participation, vous avez la possibilité de lever la main. Alors, pour faire ça, vous avez dans le menu participant, si vous ne l'avez pas ouvert, vous cliquez donc sur l'icône participant qui se trouve dans le menu Zoom. Et en faisant cela, vous allez faire apparaître la liste de tous les participants. En bas de cette liste, à droite, vous avez un bouton « Lever la main ». Vous pouvez le tester pour voir. Quand vous le faites vous-même, vous ne voyez pas forcément la main qui se lève, mais les autres la voient. Donc là, je vois Mandrine qui a levé la main, Anne qui a levé la main, Patrick qui a levé la main, Sandrine également, Philippe également. Et vous avez juste un bouton pour l'abaisser. Je ne sais pas si c'est bon pour Maud aussi, pour Stéphane et pour Franck. C'est bon? Ok, Stéphane, tu es sur un ordinateur, donc c'est bon pour Franck. Ah, il lève la main avec son… D'accord, okay. C'est particulier. Ça te demande de garder, Stéphane, ton super-héros levé. Bon, c'est une option. C'est une option. J'accueille une personne qui nous rejoint. Il y en a deux qui reviennent. Donc, hop, voilà. Donc, levez la main pour pouvoir prendre la parole, qu'on vous donne la parole et à ce moment-là, démuter, comme on dit maintenant, votre micro pour le faire. Et vous avez, pour poser des questions, également la possibilité de les formuler dans le chat. Donc ça, vous pouvez le faire aussi. Moi, je vais être vigilante au chat. Véronique va être vraiment dans son intervention et moi, je vais être vigilante aux questions que vous posez de façon à ce que on s'assure qu'on y ait répondu avant la fin de l'intervention. Donc, les questions pour les poser, c'est là où vous avez trouvé le menu participant. Vous avez un menu qui s'appelle « Converser ». Et quand vous ouvrez donc « Converser », vous avez accès à la conversation. Et là, dans laquelle, d'ailleurs, je vous avais marqué un petit « Bonjour à tous ». Est-ce que c'est bon pour tout le monde au niveau de la conversation? Ok, merci Stéphane.
Et vous pouvez d'ailleurs envoyer des messages soit à tout le monde, soit à moi en particulier, soit à quelqu'un en particulier. C'est vous qui voyez. Ok, super. Donc, j'ai le sentiment que tout le monde a bien pris ça en main. Euh, donc, JCF, le prénom JCF, excusez-moi, Sylvie, est-ce que tu peux m'indiquer en fait ou est-ce que la personne qui est notée JCF… Bouge pas, parce que je suis en ligne avec Odette et Gérard qui ont des gros soucis. Bonjour. Alors, bonjour. Bonjour, c'est Jean-Claude François en fait. Voilà, Ah, d'accord, ok, formidable. Je suis Oui. en double, voilà, en multivisio un peu partout. Super, génial. Voilà, je sais pas, ça s'est branché comme ça. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà, Super. Il n'y a pas de souci. C'est juste pour Attends. pouvoir, si on a besoin de vous donner la parole, de savoir à qui on… C'est pareil pour iPhone, je ne reconnais pas la personne iPhone. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Bonjour, je suis Christophe Giral, Disney. Très bien, merci beaucoup. Allez, Christophe, je vous renomme comme ça. Merci. Et j'en profite, bonjour à toutes et à tous. Voilà. Merci beaucoup. Hop. Voilà, bah, écoutez, je pense que c'est bon pour tout le monde au niveau des règles de participation. Et puis, bah, participation active parce que Véronique va vous solliciter, comme je vous le disais. Et c'est parti, je lui laisse… alors, avant de lui laisser la parole quand même, juste un petit mot. Un petit mot sur Véronique. Donc, vous avez peut-être découvert qui est Véronique. Moi, Véronique, je la connais depuis 2014. Je l'ai rencontrée à l'APM. Et ça m'a beaucoup apporté de la rencontrer, en fait, puisque suite à cette rencontre, elle est intervenue aussi dans mon entreprise. Et ça nous a beaucoup aidé, en fait, à permettre à ceux qui, notamment, avaient souvent l'occasion de prendre la parole, à savoir en ce qui me concernait mes enseignants, qui tous les jours, en fait, prennent la parole en public et ont besoin véritablement d'utiliser leur voix. Et donc, elle a travaillé avec eux. Ça a été un gros déclencheur pour toute l'équipe. Donc, elle est experte APM. Elle intervient aussi auprès de l'ESCP, de HEC. Enfin, bref, les références, en fait, auprès desquelles elle intervient sont multiples. Et voilà, moi, je suis ravie qu'elle ait accepté de nous rejoindre ce matin et je lui laisse la parole sans tarder pour profiter de son temps. Voilà, merci à toi. Il faut que tu démutes ton micro. Voilà, merci Catherine. Voilà. Alors, bonjour à tout le monde. Alors, je n'ai pas en visuel. Voilà, ça va arriver. Alors, je ne vais pas reprendre une présentation. Hein, ça y est, j'ai été présentée à vous. Sachez que je suis très, très heureuse de prendre ce petit moment avec vous sur un mode qui est visio, mais que je souhaite laisser en participatif. Donc voilà, surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez ou des points de vue, vos points de vue sont au moins aussi intéressants que vos questions. Donc n'hésitez pas à nous faire partager tout ça. C'est vraiment important. Alors, donc l'impact de la voix dans le leadership. Déjà, la voix, il faut bien comprendre que c'est une des parties de la prise de parole, ce qu'on appelle la prise de parole en public. D'accord? Donc, la prise de parole en public, c'est quoi? C'est comment faire pour être impactant, être là, rassembler son potentiel, la totalité de son potentiel, qu'il soit intellectuel, qu'il soit physique, qu'il soit tout son potentiel, pour être là pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, le temps qu'il faut. Donc ça, la prise de parole, c'est la voix, la présence, la gestuelle, le regard. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup de choses. Et là, on va être un petit peu en tête d'épingle sur la fonction voix. Alors, pourquoi le choix de la voix? Eh bien, parce que la voix, en fait, on n'y pense pas souvent. Pour la simple et bonne raison que c'est une de nos fonctions, que ça marche tout seul. Voilà, donc on n'y pense pas, on n'y fait pas forcément attention. Sauf qu'il faut savoir que notre voix s'adresse à la fois au verbal et au non-verbal.
C'est-à-dire que la voix va véhiculer par le verbal, elle va véhiculer notre intellect, donc notre pensée, ce que l'on a à dire, le discours, et par son timbre, sa fréquence, sa vibration, elle va véhiculer ce que l'on est. Okay? Ce que l'on est en termes d'individu, de chair et de sang. On parle d'incarner son discours, d'incarner une voix. Et donc, votre voix va véhiculer par le langage, d'accord, par le langage ce que vous avez à dire, et par le timbre, la résonance, la vibration, ce que vous êtes. Ce que vous avez à dire va être intéressant et va solliciter chez l'autre son intérêt. En tout cas, je vous le souhaite. Et ce que vous êtes va stimuler chez l'autre les zones du cerveau liées à l'attention. Est-ce que c'est clair? Parce que là, c'est vraiment la base de ce travail sur la voix. La voix qui est à la fois dans le langage et dans le relationnel. Vous m'interrompez si vous avez des… Stéphane notamment parle de fiches d'identité sonore. Identité sonore, donc timbre, qui lui, le timbre de la voix, la présence, la densité du matériau va être impactant et le discours va être intéressant. Et donc l'orateur doit être sur les deux pôles en même temps. Il ne doit pas être que intéressant. Et en général, quand on prend la parole, on est à 100%, ça je vous le garantis, dans qu'est-ce que je veux dire. Et on le prépare. C'est ça qu'on prépare. On prépare qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais dire. Et il faut le faire. C'est quand même important. Hein, c'est même fondamental, puisqu'on est là pour dire quelque chose. Mais il y a également ce que vous êtes, donc ce que vous faites, qui va aider vos interlocuteurs à être en état d'attention, l'attention étant un état physique. L'intérêt est un état… Bon, je te laisse, Sylvie, merci. Et l'attention est un état physique. Donc, c'est le corps qui va générer de l'attention. En aucun cas, ce que vous dites ne générera une situation, une attention chez votre interlocuteur. Donc ça, ce sont vraiment les deux piliers. Donc là, le travail, quand on travaille sur la voix, on travaille sur la densité du matériau, puisqu'on va parler d'impact. L'impact, c'est un rapport de masse. Ce sont deux masses qui se rencontrent. Nos intellects sont dans une densité beaucoup plus rapide, plus élevée, et donc ne s'impactent pas. Ils s'intéressent. Ce ne sont pas les mêmes zones dans notre cerveau qui sont contactées. Voilà. Hein. Donc voilà, quand on parle d'une voix, incarner son discours, on parle non seulement de ce que l'on dit, mais aussi et très fondamentalement de ce que l'on est. Notre voix véhicule la totalité de ce que l'on est, de ce que l'on ressent et que donc ce que l'on donne à ressentir à l'autre. C'est par notre voix qu'on accède au ressenti et que l'on génère un ressenti chez l'autre. Qui parle de ressenti, a priori, il vaut mieux que ce soit un ressenti positif si on veut qu'il y ait un relationnel lié à cette prise de parole. Il y a Stéphane qui note contenu, contenant, son, vers, réception. Est-ce que on lui en demande peut-être quelques… Alors, contenu, contenant, son… Stéphane, je te laisse la parole pour si tu veux nous en dire un petit peu plus pour rebondir. Absolument, Stéphane. Bon, je ne sais pas si j'ai activé le son. Ça y est, c'est bon, on t'entend. Oui, non, ce que je veux tout simplement dire, c'est que je souhaite valider en fait ce que dit l'intervenante. Mais en fait, le message doit d'abord être construit. Ensuite, on va se servir de cette capacité orale pour l'emmener vers un… Pour moi, c'est émetteur-récepteur. C'est-à-dire qu'en fait, on a une matière à donner, on a quelque chose à exprimer, et c'est le son qui est l'intermédiaire pour aller vers celui que l'on cherche à capter pour faire, comment dirais-je, trouver le son qui est en accord l'un par rapport à l'autre.
c'est un peu comme un instrument de musique en fait. Hein. C'est est-ce que la musique est bonne et moi elle m'intéresse. C'est comme ça que je le ressens. Merci Stéphane. Absolument. La voix, c'est émetteur-récepteur. Absolument. Donc, si vous voulez, le travail, quand on travaille sur la voix, ce dont vous parlez, c'est la mise en résonance. Or, une relation, c'est avant tout une mise en résonance, comme 2 cordes d'un violoncelle, enfin 4 cordes d'un violoncelle qui vont être mises en résonance les unes par rapport aux autres. Quand vous jouez sur une, pouf, 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 toutes les autres vont être mises en résonance, c'est ce qui fait les harmoniques. Enfin bon, bref, ça c'est la musique. Et vous avez raison, c'est tout à fait ça. Donc l'intérêt, si vous voulez, de travailler sur le vecteur, puisque c'est un vecteur son, voix, va vous permettre d'augmenter la conscience que vous en avez et donc la qualité relationnelle que vous injectez dans cette relation. Soit vous êtes uniquement dans ce qui est important, c'est ce que j'ai à dire, et blablabla, blablabla, et donc on défile notre discours, donc on est là dans je donne de l'information. Soit vous donnez de l'information, mais en même temps, vous avez conscience de l'outil voix, de ce vecteur, et vous redensifiez ce vecteur pour qu'il soit, en plus d'être intéressant, impactant. Et ça, c'est le travail sur la voix, de redensifier le matériau pour le rendre impactant au sens donner envie à l'autre. Alors là, si je reformule un petit peu ce que tu nous dis, en gros, on comprend bien que on s'attarde souvent essentiellement sur le contenu de ce qu'on va dire en se disant une fois qu'on a fait ça, on est prêt. Et en réalité, on a fait une partie du travail, mais le travail, il n'est pas terminé. Alors, comment on fait pour le terminer? Pour le terminer, voilà. Mais en tout cas, c'est déjà essentiel d'avoir cette attention, de se dire, il faut que je sois attentif à ces 2 choses-là et que je les prépare en leur accordant autant d'importance parce que elles en ont véritablement toutes les 2 autant et l'un sans l'autre. C'est ça. C'est ça. Donc, ce qui est important, si vous voulez, c'est que on ne soit pas dans cette fameuse priorité discours. Le discours n'est pas relationnel. Hein, ça, c'est très important. La personne humaine génère un ressenti et c'est ce ressenti qui génère la relation. D'accord? Là, j'ai envie d'écouter cette personne ou pas. C'est pas rationnel. C'est pas, même si je suis très intéressée par ce qu'il dit, je peux m'endormir, être fatiguée, penser à autre chose. Et ça, c'est parce que l'orateur. Ah. On t'a perdu, Véronique. Alors, on a perdu Véronique un instant. Peut-être Véronique se reconnecter, peut-être. Ouais, je pense que ça va. Attends, je vais essayer de la joindre. Ah, on n'est pas. Ah, il y a Maud qui a levé la main. Maud, est-ce que je peux prendre ta question en attendant que Véronique revienne? Oui, alors moi, c'était plus une remarque en fait, parce que cette année, moi, j'ai repris des études pour être chef de projet événementiel. Donc, j'étais dans une école de communication événementielle et j'ai participé à un concours d'éloquence. Donc, un concours qui a été très, très dense. Et ce qu'on nous expliquait beaucoup, c'est que l'ancrage de la voix, la première phrase que l'on dit, est essentielle pour capter immédiatement l'attention, de manière justement à attirer le public et à le garder. Donc, tout l'intérêt d'avoir un son et un débit qui soit très accrocheur dès la première phrase. Ensuite, le discours, il est vraiment fluide et on emmène les gens avec soi. Donc, c'est vraiment le démarrage qui est essentiel quand on prend une prise de parole et surtout, au-delà de ça, il y a la voix et il y a le volume. Beaucoup font l'erreur d'avoir une voix très forte au démarrage, ce qui fait que ça bouscule tout le monde, mais ça bouscule tellement qu'on doit reprendre en fait ses esprits et du coup, l'accroche de démarrage n'est pas bonne. Ok, merci Maud. Alors, Véronique est de retour. Oui, il y a eu une coupure. Ouais. Alors juste, donc Maud avait une question, du coup je lui ai donné la possibilité de la poser pendant le. Donc elle faisait part d'une expérience elle a suivi une formation en fait en communication, voilà. Et un des éléments importants qu'on leur a transmis, c'est l'ancrage
de la première phrase et des premiers, l'importance des premiers moments qu'on connaît tous psychologiquement, les premiers moments, le premier baiser, le premier truc, tous les premiers machins, des choses qui vont avoir un impact encore plus fort et dans lesquelles à la fois le fond et la forme vont devoir être particulièrement ajustés. C'est ça, absolument. Il faut savoir que notre cerveau réagit, identifie, ça c'est l'instinct de survie, c'est comme ça, c'est le reptilien qui parle et c'est ce qui explique ce premier moment dont vous parliez, Maude, qui est fondamental, c'est-à-dire qu'en une fraction de seconde, le cerveau identifie ami, ennemi. J'ai envie, j'ai pas envie. Il y a quelque chose comme ça qui est de l'ordre de l'atavisme, dont on n'a plus forcément besoin, nous, maintenant, mais qui est animal et qui demeure. Et donc, effectivement, le premier contact avec quelqu'un, donc la première impression, va être extrêmement déterminante par rapport au reste de la relation. Donc oui, il faut faire attention à ça. Et je vous l'accorde, crier un bon coup, remplir l'espace, vouloir remplir l'espace de cette manière-là peut être extrêmement agressif. Donc non, il faut vraiment faire attention à ça et très très privilégier les premiers moments, le premier moment de la rencontre. Oui, ça c'est très important, c'est reptilien. Là, je ne vais pas partir dans toutes ces explications liées aux neurosciences qui ont fait des progrès absolument colossaux par rapport à la réalité relationnelle qu'il y a entre nous. Il faut savoir de toute façon qu'à partir du moment où vous parlez à quelqu'un, d'accord, et même si vous ne parlez pas, à partir du moment où vous croisez quelqu'un dans la rue, il y a une interaction inconsciente en général qui opère, qui est là, qui met le cerveau en état d'éveil, soit d'alerte, soit d'éveil. Voilà, donc il faut effectivement faire attention à ça. Tout simplement. Non, ça, oui. Non, je pense que c'est une ouverture de micro par erreur. D'accord. Donc moi, ce que je vous propose, si vous en êtes d'accord, c'est déjà d'avoir conscience que on va faire un petit exercice pour vous faire sentir déjà que votre voix, en aucun cas, c'est quelque chose qu'il faut sortir. Vous savez, il y a une expression qui existe qui dit il faut projeter sa voix, envoyer son discours, voilà, partir comme ça vers l'autre quand on parle. Et en fait, mécaniquement, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire que quand vous parlez, votre voix va d'abord avoir accès, c'est parce qu'il y a une résonance à l'intérieur du corps que l'autre vous entend. Donc, si vous partez comme ça directement, et je vous caricature un petit peu, votre voix, elle va véhiculer à l'autre une toute petite partie de vous qui est au niveau du visage, alors que là, elle va véhiculer toute la présence, la résonance dans le corps. Donc, votre voix n'est jamais, jamais quelque chose, et ça c'est important à savoir, quelque chose qui sort de nous, mais au contraire quelque chose qui va nous remplir, qui va nous faire résonner, qui va venir nous habiter. D'où la notion de confiance que ça va installer, d'affirmation de soi. Notre voix affirme notre présence physique parce qu'on la travaille sur soi et non pas on la laisse sortir comme ça vers l'extérieur, auquel cas elle devient complètement délétère. Et c'est sympa, c'est joli, c'est tout ce que vous voulez, mais ça n'est pas incarné. Donc il va falloir travailler avec une voix plus dense, plus épaisse, qui va venir résonner à l'intérieur de nous. Donc je vous propose d'essayer cette petite chose-là, ce petit exercice extrêmement basique. Micro coupé, bien évidemment, parce que sinon ça va être une cacophonie. Donc, mettez une main, je vous propose de mettre une main là sur votre... je vais me lever pour que vous me voyez mieux. Et je vais orienter un petit peu ça. Voilà, voilà. Donc, vous mettez une main sur votre plexus, ici, sur votre sternum. Voilà. Et vous essayez, micro coupé, de parler, de faire une phrase. Ou si vous voulez, on fait des voyelles. Ça sera plus simple. Donc, les voyelles, on peut faire A, E, I, O, U, je vous les rappelle.
Donc, on s'entend simplement que notre voix, non pas A, E, I, O, U sort de nous, mais A, E, on vient la poser à l'intérieur. Vous êtes micro-coupé, hein, surtout. Voilà. On y va tous ensemble. C'est parti. A, E, I, O, U. Alors, je vois qu'il y a une petite timidité à faire ça, ce qui est évident, ce qui est normal. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont senti cette résonance-là à l'intérieur? Oui? Oui? OK. Donc, si vous voulez, ce tout petit exercice, c'est un petit exercice qui vous laisse en rapport avec vous. Parler, c'est avant tout être en contact avec soi, puisque c'est vous, orateur, d'accord, qui devez être le centre de la situation quand vous parlez. Pas d'un point de vue narcissique, bien évidemment, d'un point de vue légitime. Vous êtes l'orateur, donc c'est vous qui devez stimuler l'attention de l'autre et dire « je suis là ». Et si vous dites « je suis là », vous posez la question, vous dites « vous savez, je suis là, je suis peut-être là », il peut y avoir un doute chez l'autre. Alors que si vous dites « je suis là », eh bien, pof, ça va nous poser directement dans l'affirmation de soi. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Alors, Stéphane qui note, il faut, je pense, s'aimer pour parler comme cela. Oui, évidemment. Entre autres, pour parler pour cela, moi je vous recommande quand même de vous aimer. C'est quand même un bon principe de vie qui n'est pas forcément facile à assumer. Mais oui, il faut s'aimer dans le sens où vous ne pouvez pas donner à l'autre quelque chose que vous n'aimez pas. Ce n'est pas faire un bon cadeau à l'autre. Hein? Donc, oui, le cadeau, c'est vous quand vous parlez. Soyons clairs. Le cadeau, c'est vous. Ce que vous avez à dire, c'est une part du cadeau. Mais le gros du cadeau, c'est vous. C'est-à-dire, vous générez chez l'autre le plaisir d'être avec vous. Et vous ne pouvez pas générer le plaisir d'être avec vous si vous n'êtes pas effectivement bien à la maison, bien chez vous. Donc, parler à l'autre, c'est avant tout être bien avec soi. Et travailler sa voix et sa prise de parole en général, c'est ça. C'est vraiment prendre conscience, affirmer tout au long de son discours, je suis là, je suis entière, je suis entièrement là, et donc, je peux vous accueillir. Si souvent on dit, quand on prend la parole, il faut aller vers l'autre. Ben oui, il faut aller vers l'autre, il faut avoir envie de la relation à l'autre. Mais si quand vous parlez à l'autre, vous vous videz, si votre voix sort comme ça, si ça sort d'une manière hémorragique, et bien très vite, vous n'avez plus rien à donner. D'accord? Puisque vous-même, vous courez derrière votre discours, et puis on court derrière, et on court derrière, on court derrière. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais dire? Et du coup, vous perdez le rapport à vous. Donc, il faut toujours proposer un lieu d'accueil à l'attention de l'autre. Et ce lieu d'accueil, c'est le premier lieu résonant, c'est vous. Stéphane indique la respiration et la voix deux sœurs. Est-ce que tu… Alors, non seulement deux sœurs, mais elles sont siamoises. Hein. C'est-à-dire que l'une ne peut en aucun cas aller sans l'autre. Hein. Est-ce que tu m'avais, moi je me souviens dans les échanges qu'on avait eus, notamment avec mon équipe, tu nous as beaucoup parlé de la colonne d'air justement, et c'est en rapport avec ce que tu nous expliques là. C'est ça. Donc, moi, je ne parle pas de la colonne d'air. Je pense que, mais c'est pas grave, Catherine, parce qu'on peut en parler. On peut en parler. Je pense que ça se rejoint. Hein. La colonne d'air, c'est quoi? Enfin, la respiration, c'est quoi? La respiration, justement, c'est le temps vital que l'on s'accorde à soi. C'est-à-dire le temps vital, puisque le souffle, on est d'accord, c'est la vie.
Hein, y a pas, là, on peut pas dire que c'est du concept baba cool. La première chose que fait un enfant quand il arrive sur cette planète, c'est il prend de l'air à la naissance, à partir du moment où il naît, d'accord, où il pointe le bout de son nez, son élément vital devient l'air. Donc, le premier réflexe de l'homme, d'un bébé, ça va être d'inspirer, de se remplir de cet élément vital. Et après, on le fait gueuler un bon coup, si toutefois il ne le fait pas tout seul, pour être sûr que par l'expiration, il ait enclenché le réflexe pulmonaire et que donc il soit viable. Donc, la respiration est évidemment fondamentale par rapport justement à ce rapport à soi. C'est-à-dire que la respiration, elle va permettre au cerveau de se couper justement de l'urgence qu'on a à dire quelque chose. Et donc, notre respiration va nous permettre de nous reconnecter par le reptilien. La respiration est notre première fonction vitale. Donc ça, c'est le cerveau reptilien qui s'en occupe. Et une fois que le cerveau reptilien est calmé, qui se dit « Ok, j'ai suffisamment d'air, tout va bien de ce côté-là », après, on peut passer à autre chose. Mais tant que le reptilien respire mal, on respire en haut, on est un peu anxieux, là, la priorité de notre cerveau, ça va être de combler ce déficit en oxygène et pas du tout de nous faire parler. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la respiration est fondamentale dans la prise de parole pour une seule chose vraiment, c'est que si on est en état de stress respiratoire, le premier réflexe de notre reptilien va être de débrancher ce qu'on a de moins indispensable dans la survie, dans les autres cerveaux, en l'occurrence le néocortex. Et le moins indispensable, c'est ce qu'on a développé en dernier. Et ce qu'on a développé en dernier, c'est la pensée. D'accord? Donc, si vous respirez mal, s'il y a un stress, une angoisse, hein, la première chose que va faire notre cerveau, c'est débrancher notre intellect. Donc, nous, ça fait 3 mois qu'on prépare notre présentation. On dit intellectuellement, on est OK, tout va bien. On arrive en situation d'enjeu. Petit stress, normal qu'il y ait un petit stress. La prise de parole est une des grandes peurs de l'homme. Elle est dans le top 10, d'accord? Et du coup, on débranche l'intellect et on se retrouve avec et on ne sait plus quoi dire, alors qu'on sait parfaitement quoi dire. Mais le cerveau n'y plus. Donc ça, c'est l'aspect lié. La respiration est très liée à l'émotionnel et par rapport à la voix, bien évidemment, elle est fondamentale également, puisque la voix, c'est de l'air, d'accord, qui circule entre les cordes vocales, qui les met en résonance. Donc, nous sommes un instrument à air. Donc, effectivement, là, je ne vais pas rentrer, je pense, dans tous les détails techniques, ce que je fais en général pour que les gens comprennent bien pourquoi on travaille comme ça. Ça donne la logique des exercices. Mais la voix est un instrument à air. Et donc, il faut le garder, cet air. Et bien souvent, quand on veut parler comme ça et on est dans le débit, on déploie trop d'air. Donc, on court derrière sa respiration également. Alors que, hop, quand on se met dans ce sens-là vers soi, on garde son air, en fait. D'accord? Et donc, on est plus en sécurité, tout simplement. Est-ce que ça répond un petit peu? La respiration, c'est une grande... la respiration va permettre aussi, bien évidemment, donc permet d'avoir les idées claires. Vous avez compris pourquoi, hein? Si vous voulez, je peux vous faire un schéma de notre cerveau qui vous explique ça si vous le souhaitez. Mais c'est vraiment fondamental par rapport à notre clarté intellectuelle, par rapport à notre sécurité, à se sentir en sécurité. Ça, c'est la respiration. Ok. Alors, il y a Maud qui ajoute prendre une grande inspiration avant de parler. Donc, on a bien compris que la respiration, en fait, elle permettait d'accéder en fait aussi à sa pensée. En fait, oui. C'est que si tu n'as pas la respiration, si tu n'es pas alimenté sur le plan de la respiration, tu vas forcément perdre pied sur ton intellect. Donc, c'est juste indispensable. Et puis, Maud, elle complète en marquant prendre une grande respiration avant de parler pour placer la voix dans le ventre et non dans la gorge. Donc, cette question de placement de voix, est-ce que c'est en rapport aussi avec la respiration? Est-ce que c'est… Absolument. Donc, Maud, vous avez tout à fait raison. La respiration de base pour l'orateur, le chanteur, c'est très différent. Puisque chanter n'est pas une de nos fonctions.
D'accord? Parler est une de nos fonctions, donc on n'a pas besoin de prendre beaucoup d'air déjà, puisque plus vous allez faire des réserves d'air, plus votre reptilien va dire « Oh là là, si elle fait des réserves d'air, c'est qu'il y a un danger ». Donc, vous allez vous mettre le cerveau sur la défensive. Enfin bon, bref, là, on rentre dans des processus qu'il faut désamorcer après. Donc, on ne prend pas beaucoup d'air, déjà. On n'en a pas besoin pour parler de beaucoup d'air. Donc, très peu d'air. Et surtout, vous avez raison, Maude, dans ce qu'on appelle la respiration ventrale, c'est-à-dire, si je me redresse, la respiration, à l'inspiration, hop, je gonfle le ventre. Et non pas, vous avez raison, à l'inspiration, qu'est-ce que je fais? Je gonfle la poitrine. Parce que là, c'est mort. Votre cerveau, il s'attend à un danger. D'accord? Vous vous mettez en état de défensive. Donc, vous générez l'envie d'attaque chez l'autre. Hein. Bon, voilà, tout ça, c'est à développer. C'est quand même très fondamental. Plus vous sentez en danger, plus l'autre va avoir, c'est l'émetteur-récepteur dont on parlait tout à l'heure, plus l'autre va avoir, comme il vous sent sur la défensive, il va lui-même avoir envie peut-être de venir vous bousculer. Ça, c'est l'instinct, c'est comme ça, c'est un petit reste animal qui nous reste. Et notre responsabilité en tant qu'être humain, eh ben, c'est, puisqu'on en a conscience, d'arriver justement à ne pas subir nos instincts, mais à les gérer. Pour en revenir à la respiration en mode, donc absolument, on respire par le ventre, on peut le faire là tous si vous voulez, on va faire l'exercice. Par contre, on prend très peu d'air. On ne prend pas beaucoup d'air, d'accord? C'est toujours un signal d'alarme. Si vous prenez beaucoup d'air, c'est un signal d'alarme pour votre cerveau qui se dit, hop, attention. Et là, l'amygdale sort ses gyrophares, attention, danger. Elle se prépare à quelque chose de dangereux. Ok? Or, non. Il ne faut absolument pas se préparer à quelque chose de dangereux. Donc, on prend de l'air par le ventre en bas. Alors, la respiration par le ventre. Évidemment, notre ventre ne respire pas. Hein, soyons clairs, vous le savez, il digère dans le meilleur des cas. Donc, notre ventre ne respire pas. Simplement, quand on dit respirer par le ventre, vous m'entendez là? Oui? Très bien. Donc, on a le fameux diaphragme que vous connaissez tous, dont vous avez entendu parler, qui est le muscle de la respiration. Donc, ce muscle, il passe sous nos côtes, il monte comme ça et il s'attache dans le dos. Ce muscle, à l'inspiration, il descend pour ouvrir les poumons, les côtes, donc les poumons, pour que les poumons puissent se remplir d'air. Et à l'expiration, ce diaphragme, il remonte, il se détend, il se relâche. Et en se relâchant, il remonte et il chasse l'air. Donc ça, c'est le mouvement de la respiration. Donc, quand vous respirez ici, parce que vous êtes un peu anxieux, et vous faites, bon, alors, quand vous parlez, vous savez, bon, hop, hop, on prend de l'air en haut, on prend de l'air en haut, je caricature un petit peu, mais c'est souvent ce qui se passe. À ce moment-là, le diaphragme ne peut plus descendre parce que tous nos muscles tirent vers le haut. D'accord? Donc, en fait, vous réduisez votre capacité pulmonaire, et donc, le cerveau va manquer d'oxygène, va très vite se dire « Oh là là, j'ai pas assez d'air, j'ai pas assez d'air » et on retombe dans un cercle vicieux. Donc, la respiration dite ventrale, c'est je gonfle en bas, j'agis sur les abdominaux et en agissant sur les abdominaux, je tire, j'aide mon diaphragme à descendre. D'accord? Vous voulez faire l'exercice? Vous mettez vos mains sur… Vous êtes assis, donc c'est facile. Vous mettez vos mains ou une main sur le ventre, comme ça. Et à l'inspire, vous gonflez le ventre. Et à l'expire, on rentre le ventre. À l'inspire, je vous mets un peu de profil, je ne sais pas si vous voyez. Je gonfle le ventre. Et à l'expire, je rentre le ventre. Avec les épaules basses, toujours. Vérifiez ça. Il y en a qui n'y arrivent pas. Ça, c'est la respiration de base. Hein. C'est la respiration du bébé. C'est la respiration, là, je ne vois personne respirer ici. C'est la respiration de base. Et c'est celle-là qu'il faut garder quand on va prendre la parole. Or, l'émotivité, donc la conscience du danger, d'accord, va faire qu'on va petit à petit vouloir faire des réserves d'air, justement, appeler trop d'air. Donc, petit à petit, la respiration monte et vous enclenchez, vous tombez dans le cercle vicieux de la mise en danger, de la sensation de danger.
Et donc, plus vous vous sentez en danger, plus vous cherchez l'air, et plus vous cherchez l'air, plus vous vous sentez en danger, cercle vicieux. Donc, la respiration par le ventre va permettre de calmer le reptilien, de calmer l'amygdale en fait, le reptilien et l'amygdale, qui est dans le cerveau, lui, émotionnel. Est-ce que tout le monde arrive à respirer par le bas? Non? Oui? Oui, Maud, je pense que oui. Patrick, oui, tout le monde? Est-ce que quelqu'un a une difficulté à le faire ou est-ce que ça… Pardon, je n'entends pas. Du coup, je demandais en fait si quelqu'un avait une difficulté à le faire. Mais apparemment, je pense que voilà, tout le monde est positif sur le sujet. Voilà. Donc, avant de prendre la parole… Oui, juste un truc. Dieu sait que je suis habitué à prendre la parole en public jusqu'à 20, 30, 40, 50, 100 personnes. Il m'arrive quand je fais des présentations où il y a des amphis un peu plus importants, c'est 400, 500 personnes, où je commence tout à fait normalement, très enjoué, et à un moment donné, j'ai un problème de contrôle de ma respiration, si tu veux. C'est-à-dire que je m'essouffle en parlant, ce que je n'aime pas, donc effectivement, j'ai tendance à prendre une grande respiration d'un seul coup. Est-ce que ce type d'exercice va m'aider? C'est ça qu'il faut que je recherche pour éviter ça. C'est-à-dire que c'est vraiment quand j'ai vraiment une grosse masse de gens en face de moi sur un discours et où j'ai pas de feedback, si tu veux, que j'ai on va dire, cet essoufflement qui vient progressivement comme ça. Voilà, okay. C'est peut-être ça que je rencontre, moi, comme seule difficulté sur ma voix. C'est ça, c'est la gestion de la respiration sur un terme un peu long, sans feedback, avec un auditoire un peu plus important. C'est ça. Merci Patrick pour ta question. Véronique? Oui, merci Patrick, parce que c'est vraiment très important ça, et je pense que ça vous arrive à tous de prendre la parole comme ça un peu longtemps sans être interrompu et ainsi de suite. Donc là, ce qu'il faut travailler, c'est effectivement sur le temps, sur la notion de temps. Et donc, la notion de temps est donc le temps que l'on se donne pour respirer. La notion de temps, elle est fondamentale. Même si on vous dit, vous avez 10 minutes, vous êtes au Palais des Congrès, un colloque, et on vous dit, vous n'avez que 10 minutes pour vous et on ne peut pas dépasser, et ainsi de suite, ce qui en général stresse, on dit, oh là, mais je ne vais pas avoir le temps de dire tout ce que j'ai à dire, blablabla, vous voyez, ce genre de situation-là. Même dans ces situations-là, il faut prendre le temps. Alors, quand je dis prendre le temps que l'on prend pour soi, c'est du temps que l'on donne à l'autre. Et c'est un temps de respiration. Cette phrase, elle est très importante. Le temps que l'on prend pour soi, c'est du temps que l'on donne à l'autre. C'est-à-dire que l'autre, l'orateur, l'auditeur, a besoin de plus de temps que vous, orateur. L'auditeur, quand tout va bien, enfin quand vous parlez, déjà, l'orateur, vous savez, vous pensez d'abord et vous parlez ensuite. OK? L'auditeur, il reçoit l'information et ensuite, il l'arrange. Il dit, ça m'intéresse pas, je garde pas. Enfin bon, son cerveau travaille comme ça. Donc, il a toujours un temps de décalage par rapport à vous. Même si ce temps est infime, sur 2-3 minutes, si vous ne vous taisez pas, vous parlez en permanence et vous ne prenez pas les 2 secondes de respiration qu'il vous faut, c'est pas grave, il va vous suivre. Au-delà de 3 minutes, vous le perdez. Il ne peut plus ranger les informations, les analyser, et donc il les oublie. Donc, vous aurez beau parler 10 minutes, 20 minutes. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc, par rapport à revenir à vous, Patrick, le principe, et il est valable pour tout le monde, c'est utiliser la ponctuation de vos phrases, déjà faire des phrases courtes. D'accord? À l'oral, et c'est très important, à l'oral, on n'écrit pas un discours de la même manière, vous le savez très bien, quand il est destiné à être délivré à l'oral que s'il est destiné à être lu. Hein? À la lecture, on peut faire Proust est passé par là, on peut faire des longues phrases d'une page sans problème, ça ne gênera personne. À l'oral, vous allez perdre votre auditoire. Donc, à l'oral, une phrase égale une info, voire 2 maximum. Et puis, il y a un point,
et je souffle. Je souffle. À l'oral, respirer égale souffler et non pas inspirer. Ça, c'est fondamental. Parce que tant que vous ne soufflez pas, eh bien, vous ne réamorcez pas la pompe. Déjà, vous ne réamorcez pas le « OK, je lâche, je me rends disponible » et vous ne réamorcez pas la bonne pompe au niveau de l'inspiration. Donc, à la fin de chaque phrase, Patrick et tout le monde, je vais vous donner un exemple. Ça va nous faire, par exemple, « Aujourd'hui, je suis absolument ravie de parler avec vous. J'ai le plaisir d'échanger sur un thème qui m'est cher. Ce thème, c'est la prise de parole, c'est la présence, c'est la capacité à échanger avec vous. Vous sentez ces petits silences que je fais à la fin? Ce petit silence que je fais à la fin, je souffle. Ça ne se voit pas, mais hop, ça fait ça à l'intérieur de moi. Et vous n'aurez plus aucun problème d'air quand vous allez parler. D'accord? Donc ça s'entraîne. Hein. Le réflexe absolu de la respirer égale souffler. Toujours chez l'être humain, volontairement. Puisque l'inspiration est un réflexe absolu, c'est la première chose que fait, c'est ce que je vous ai dit, un bébé quand il inspire. Donc c'est un réflexe reptilien, c'est le réflexe reptilien de base. Et c'est totalement automatique. C'est pour ça qu'on se noie, par exemple, quand on est dans l'eau. Parce qu'à un moment donné, on prend de l'air et c'est de l'eau qui rentre. On ne peut pas empêcher cette chose-là. Par contre, l'expiration étant potentiellement dangereuse pour notre cerveau reptilien, puisque je me vide de mon élément vital, n'est en aucun cas un réflexe. L'expiration est toujours sous contrôle cérébral. Si parmi vous, il y a des sportifs, vous savez qu'on travaille toujours en sport, on régule par l'expire et pas par l'inspire. D'accord? Donc, inspirez, vous n'aurez jamais ce problème. Par contre, en prise de parole, à situation où il y a un enjeu ou pas d'enjeu, mais quand vous êtes dans le flux, vous allez oublier de souffler. D'accord? Donc, respirer égale souffler. Ça, c'est fondamental. À la fin de chaque phrase, c'est, voilà, un petit soupir intérieur. C'est clair? Super. Est-ce que ça répond à votre question, Patrick? Voilà. Oui, ça répond bien. Merci, Véronique. Donc là, si j'étais vraiment avec vous, je vous le ferais faire, voyez, bon là, mais c'est déjà bien ce qu'on fait là. Mais sachez que c'est vraiment le corps. C'est le corps de l'orateur qui va gérer la situation hein, de l'oralité. Pour que son cerveau, puis pour que son intellect soit mis sur une autoroute, tout simplement. Et qu'on n'ait plus besoin et que tout ça soit mis en valeur. La finalité de l'orateur, c'est de dire ce qu'il a à dire. Vous comprenez? Et pour que ce qu'il a à dire suscite l'intérêt et l'envie, donc la présence, l'attention, voilà, il faut travailler sur tous ces aspects annexes. D'accord? Oui, pardon, il y avait quelque chose? Alors, il y avait juste Stéphane qui avait noté par rapport à ce que tu exprimais, effectivement, à l'oral, ce qui est important, c'est de souffler, ce qui est complètement contre-intuitif. Quand on pense à respirer, en fait, tout de suite, on pense à prendre de l'air, comme c'est totalement… donc, l'importance du souffle qui n'est pas un réflexe, comme tu l'as dit, et donc, Stéphane écrivait en écho à cela, le vide est aussi important que le plein. Et oui, l'art du vide, Stéphane, c'est, voilà, le vide est juste fondamental. Le vide, alors, et justement, arriver à faire le vide en soi, ce ne sont pas des concepts, quand je vous parle de ça, je ne suis pas en train d'être baba cool, hein. Quoique, ça ne serait pas un problème en soi, mais ce n'est pas du tout ça. Maintenant, les neurosciences sont passées par là. D'accord? Donc, le vide à l'intérieur de soi va vous permettre tout simplement d'être accueillant. Le vide va nous permettre l'accueil de nous-mêmes, vous l'avez bien compris, et surtout l'accueil de l'autre. Et la quête du plein est une quête liée
à l'insécurité. Alors que la quête du vide, donc du temps respiré, la quête du vide à l'intérieur de nous va nous permettre la résonance, va nous permettre l'espace disponible. Si j'ai de l'espace à l'intérieur de moi, je deviens accueillante. Si j'arrête pas de dire, vous savez, je suis là, si je me justifie, je ne suis absolument pas accueillante. Absolument pas. Donc, il faut arriver à, effectivement, le vide, c'est le paisible. Alors, tu vois, et en écho à ce que Odette écrit, en général, le vide dérange. Mais c'est un petit peu ce que tu expliques et ce qui, c'est effectivement Oui. la crainte, le vide, c'est l'angoisse, quoi. Enfin, ça peut. Donc, tu parles de sérénité, de vide, tu vois, ça peut, ça se construit. C'est pas comme ça. Ben, ça se travaille. Bon, là, ça se travaille. Et finalement, vous savez qu'on l'a dans l'instinct, le vide, hein. C'est quelque chose que l'on a en soi, on sait faire. Et simplement, on est un petit peu dans la peur et dans l'oralité, dans la prise de parole. On se met dans l'urgence de délivrer son discours, vous voyez. Et du coup, plus on est dans l'urgence de délivrer ce discours, donc dans ce que j'appelle la priorité discours, plus on se coupe justement de la capacité d'accueil en nous qui va faire que l'autre va avoir envie de nous écouter, qu'on va être agréable à écouter, on va se sentir reçu par l'autre quand l'autre va parler. Si vous êtes dans le débit en permanence, non. Et en plus, tout le monde va être dans l'agitation. Et c'est vrai que la notion du vide, ça rejoint bien évidemment la notion du temps dont nous parlait Patrick tout à l'heure. C'est Patrick qui avait tout à l'heure qui disait qu'il… Ouais. Alors, il a dû nous quitter, mais effectivement, il te remercie beaucoup d'ailleurs pour la qualité de ton intervention. Il a dû nous quitter, mais il avait prévenu. Mais pour le coup, effectivement, il a beaucoup l'opportunité de prendre la parole, donc l'expérience. Oui. Donc, la notion du vide est liée à la notion du temps. Voilà. Alors, il y a Odette indique, on est des latins, parole et parole et parole et… Ça ? Oui, absolument. Regardez-moi, je parle beaucoup avec les mains. Hein. Absolument. Et on aime parler. Et c'est très agréable de parler. C'est extrêmement agréable de parler. Il ne faut pas brouiller les pistes en parlant. Vous voyez ? Et de temps en temps, on se lâche, et ça, c'est agréable, si vous voulez. Après, moi, là, je suis un petit peu… Après, ce qui est très important, c'est d'arriver dans un discours à faire des vagues. C'est-à-dire, de temps en temps, vous lâchez la bête, ploup, 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 et puis, quand il y a une information intéressante ou importante qui doit être retenue par l'autre, vous l'installez dans un silence, vous installez la voix, vous épaississez le matériau, et voilà. Et puis après, vous pouvez repartir. Après, vous savez, on apprend à jouer avec ces différents outils, avec le silence, avec la voix, avec le corps. Et ça se fait assez vite et assez bien. Mais oui, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut s'autoriser. Hein. Le vide, le silence. J'ai vu un commentaire sur les commerciaux. D'accord. Il me semble l'avoir vu passer là tout à l'heure. Odette note une qualité du commercial, c'est l'écoute, donc le vide. En tout cas, le vide de parole. La vraie mise en disponibilité. La vraie mise en disponibilité. C'est-à-dire que le commercial, si pendant qu'il écoute son client, soyons clairs, et là, ça ne va peut-être pas vous plaire ce que je vais vous dire, mais si le commercial, pendant qu'il écoute son client, il pense à la stratégie par rapport à ce qu'il est en train de dire, qu'il va développer pour absolument lui vendre ce qu'il a à lui vendre, ce qui est entièrement légitime. Hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise chose, mais simplement, il n'est pas en train d'écouter. Il est en train d'entendre. Donc, la mise en disponibilité n'est pas du tout la même. Le ressenti du client ne va pas du tout, et ça, attention, on le photographie maintenant, ce n'est pas une vue de l'esprit. Hein. On le photographie, l'IRM est passé par là, donc on voit très bien la différence d'acuité
d'envie, de tout ce que vous voulez, d'attention, qui va être généré chez le client, donc chez l'auditeur, d'accord, ou chez l'orateur si c'est le client qui parle et le commercial qui écoute, en fonction de la qualité d'écoute justement. Donc ça, le silence et l'écoute, c'est aussi tout un paragraphe sur la prise de parole qui est juste fondamental. Donc écouter quelqu'un, c'est vraiment se mettre en situation, je reprends ce mot d'accueil qui, moi, m'est assez cher, mais c'est-à-dire, c'est percevoir l'autre. Écouter quelqu'un, l'écoute, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais notre oreille, il y a 3 oreilles, externes, moyennes et internes, d'accord? Ça, vous devez savoir, je pense. Et donc, l'oreille interne est divisée en 2 parties. La cochlée, qui nous permet d'entendre, et le limaçon, bon, c'est pas grave, il reviendra, qui nous permet de percevoir. D'accord? Ce sont nos antennes. C'est animal, c'est comme ça. Et de percevoir les vibrations, la sensation de danger, s'il y en a, et ainsi de suite. D'accord? Ce sont nos antennes. Hein? Et donc, quand on écoute quelqu'un, ce sont ces 2 parties de l'oreille, à la fois ce qu'on entend et à la fois ce qu'on perçoit, qui sont mises en action. Et donc, le commercial, eh ben, il doit percevoir son client pour en avoir l'instinct. Il doit avoir l'instinct, se mettre en contact avec son intuition, avec son instinct de voilà qui il est, ce client, pour pouvoir être opérationnel. S'il est obnubilé par « je dois lui vendre ça », il va se priver de comment je peux faire. Il va réduire sa capacité stratégique pour arriver à lui vendre ça, en fait, tout simplement. Hein. Bon, là, on rentre dans des… Voilà. On rentre dans des… Pour revenir à la prise de parole en public, oui, voilà. il y a un lien avec ça malgré tout, parce qu'en fait, on se rend compte que du coup, même en prise de parole en public où on est en fait en mode descendant, oui. Il ne faut absolument pas oublier d'une certaine façon ce vide qui laisse la place à l'autre, en fait. Exactement, exactement. C'est fondamental. Donc ça, c'est la gestion du temps à l'oral qui est, n'hésitez pas, gravez-vous quelque part, le temps que je prends pour moi, c'est du temps que je donne à l'autre. L'autre a besoin de plus de temps que vous quand vous parlez. Voilà, pour valider les infos. Donc ça, c'est fondamental. Donc oui, réservez, alors je ne dis pas qu'il faut prendre 10 secondes à la fin de chaque phrase, bien évidemment, 2 secondes, 1 seconde et demie. Hop, voilà, là je viens de faire un petit silence. Là, je viens d'en faire un autre, vous voyez? Mais ce sont des petites ponctuations qui vont permettre une soupape, voilà, d'intégration chez votre interlocuteur. Ça va? Donc oui, à l'oralité, la prise de parole, le temps est fondamental. Même, cette notion de vide dont nous parlait Stéphane, qui est fondamentale, elle peut exister même dans un temps très très court. Mais s'y reconnecter pendant 1 seconde, c'est une explosion de disponibilité pour l'un et pour l'autre. Voilà, donc ça c'est très très important. Est-ce qu'il y a des… Alors, il y a Philippe qui nous… C'est les trompes de stage peut-être dont tu parlais tout à l'heure? Non, pas du tout. La trompe de stage, elle est dans l'oreille moyenne. C'est le vestibule. Voilà, c'est le vestibule, excusez-moi, hein, j'ai eu une absence. C'est donc la cochlée et le vestibule. La trompe de stage, elle est dans l'oreille moyenne. Et comme l'oreille moyenne est prise entre l'oreille externe, qui est aérée, puisque voilà, c'est le pavillon externe, et l'oreille interne, la trompe de Stache, elle relie l'oreille, elle aère, elle permet d'aérer, d'accord, l'oreille moyenne, à l'intérieur de laquelle il y a les 3 petits os, marteau, enclume, étrier. Et donc, quand on a une angine ou des choses comme ça, dites séreuses, c'est la trompe de Stache qui s'infecte et qui donc va infecter l'oreille, puisque c'est lié au sinus, va infecter l'oreille moyenne. Bon, voilà. Donc, alors, il y a une question de… Ok. Oui. Il y a une question de Joël qui marque « Comment faire quand les gens vous coupent la parole ?» Alors, ça, c'est une vaste question. Vous pouvez déjà, s'ils vous coupent la parole, peut-être que c'est parce que vous ne leur laissez pas… Je prends suffisamment la parole… bon, ce n'est pas toujours facile de laisser la parole à l'autre.
Donc ça se travaille également. Quand quelqu'un nous coupe la parole, très important, parce que ça arrive tout le temps, ne pas, et ça c'est la respiration, ne pas se mettre, je vais y aller autrement. Le cerveau humain, pour le cerveau humain, le plus important, quand vous êtes en train de parler, dès que quelqu'un vous coupe la parole, c'est toujours vécu comme étant une agression. En d'autres termes, même si vous voulez dire à votre épouse je t'aime, nous allons faire un long voyage, ce qui est plutôt quelque chose de très agréable, attendez qu'il ou elle ait fini sa phrase pour lui dire, parce que même si c'est quelque chose d'excessivement agréable à entendre, si vous lui coupez la parole, votre cerveau instinctivement va prendre ça comme étant une agression et donc se placer sur la défensive. Son cerveau, du coup, elle. Le cerveau de l'épouse. Le cerveau de l'épouse. C'est ça. D'accord? Non. Oui, le cerveau de l'épouse. La personne à laquelle vous avez coupé la parole. Donc, quand on vous coupe la parole, vous le vivez comme étant une agression. C'est obligatoire. Vous ne pouvez pas échapper à ça. Par contre, vous pouvez le gérer. Et ça, c'est la respiration. Et ça rejoint la fameuse je lâche. Là, on est sur le lâcher prise. C'est-à-dire, je souffle. C'est dès qu'on vous coupe la parole, à l'intérieur de vous, vous soufflez. Sinon, vous allez rester en position d'attaque, de défensive et d'attaque. Okay? Et vous allez vous sentir excellé. Donc ça se travaille. Est-ce que ça répond à votre question? Dès qu'on vous coupe la parole, vous soufflez, même si vous n'aimez pas ça. Et surtout, si vous n'aimez pas ça, si vous avez encore d'autres trucs à dire. Mais ça va vous permettre de vous récupérer et d'éventuellement reprendre un argumentaire en 1 seconde et demie. Hein, attention. Dire, je répondrai à ta question quand j'aurai fini. Enfin bon, bref, après, bon, là, on est dans la rhétorique. Ça, c'est encore autre chose. Alors, Joël indique, du coup, on souffle fort avec 3 points d'exclamation. Ben non, on ne fait pas. Parce que ça, l'autre va se dire, non. C'est à l'intérieur de soi. Essayez tous de faire un petit soupir à l'intérieur de vous. Ça fait, voilà, comme si vous souffliez vers l'intérieur. Ça ne se voit pas, en fait. Vous voyez? C'est pas là, c'est oui, Stéphane. Oui. Ah, Stéphane, votre micro est fermé. Votre micro, voilà. Stéphane, est fermé. Oui. Ouais. J'ai une question, mais je crois qu'il va falloir que je prenne un livre sur le cerveau reptilien. Parce que celui-ci, je ne le connaissais pas bien. Maintenant, je commence à avoir une définition un peu plus précise par rapport aux problématiques qu'il peut poser. Mais si je résume bien la situation, parce que par rapport à la respiration, le reptilien n'est qu'un mode autodéfense de notre propre humanité pour sa propre survie. Exactement, c'est l'instinct de survie. Voilà, c'est un instinct de survie. Et donc, qui à chaque fois nous met dans des positions assez violentes, en fait, entre guillemets, assez difficiles. Donc, en fait, moi, ne l'ayant pas compris, enfin, depuis peu, j'admets que je dois vivre avec. D'accord? Donc, voilà. Et donc, j'espère que tout le monde a cette même difficulté, parce qu'a priori, tout le monde l'a. Cet instinct de survie, mais en tout cas ça me rassure que par la respiration et donc par l'oralité cela soit, comment dirais-je, une problématique, mais qui en fait n'en est pas une, parce que en fait c'est un mode de vie. C'est ça, absolument Stéphane, c'est-à-dire que l'instinct de survie, heureusement qu'on l'a, il ne faut pas s'en priver quand même, on ne peut pas le débrancher, d'accord? Non, je suis d'accord avec vous, mais il y a des choses qu'on apprend pas, on apprend à l'école, mais celles-ci on ne l'a pas appris, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'en ai entendu parler il y a peu, et c'est quelque chose qui maintenant est clair, voilà, à raison de ne pas l'avoir compris et analysé, ou comment dirais-je, enfin vous m'avez compris, quoi, voilà. Oui, tout à fait. D'accord, voilà. Alors, merci Stéphane. Oui. On a une autre question de Odette. À l'inverse, pourquoi les gens coupent la parole? Les gens sont pressés, on est pressé d'avoir une réponse, on est mal élevé quand même aussi, il faut reconnaître de temps en temps. Il y a un petit peu de ça. Quand je dis on est mal élevé, c'est-à-dire on a envie d'avoir une réponse, quoi. Voilà, on pense pas à mal, mais simplement on est dans sa bulle. On n'a pas l'habitude, vous savez, à l'école on nous demande de lever la main. Là, dans les visios, on nous demande de lever la main.
on retourne à quelque chose finalement, et ça se fait dans beaucoup de… où ça nous permet de chacun nous exprimer, c'est-à-dire de chacun avoir une place, et ce qui en société est quand même assez intéressant. Et voilà, et soi-même, on a envie de temps en temps, bah hop, ça part tout seul, voilà. Ah oui, mais moi je pense que ça, bah oui, mais moi j'avais pas fini de parler. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui se met en place. Pour le coup, Catherine, au début de cette réunion, tu as mis la charte, voilà. Donc une réunion, on peut vraiment mettre en place une sorte de charte, hein, où on dit on ne coupe pas la parole à l'autre, on lève la main. Ça ne veut pas dire et il faut un temps de parole pour chacun et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qu'un qui va parler. Ça veut dire qu'en permanence, les orateurs, l'orateur principal va devoir se responsabiliser, et c'est une de ses fonctions par rapport au cercle d'individus qui est là, qui est autour de lui. Est-ce que tout le monde a eu la parole? Est-ce qu'il y en a un qui est en train de s'endormir? Donc c'est un degré d'attention à avoir supplémentaire qui va optimiser encore plus votre attention générale, et donc votre implication. Hein, votre implication. C'est votre implication qui va donner à l'autre l'envie de vous suivre. On ne peut pas être impliquant si on n'est pas impliqué. Est-ce que vous connaissez les uns les autres l'étymologie du mot enthousiasme? Vous savez, on dit toujours il faut être enthousiasmant ou blablabla. Vous connaissez l'étymologie? Il y en a qui connaissent? Un rapport avec la vie, non? Pas un truc… Bien sûr, Catherine. Entheos, c'est du grec, c'est-à-dire avoir Dieu en soi, être animé du principe de Dieu. Bon, alors, donc, si on prend Dieu, Dieu, c'est Dieu. En philosophie, le principe de Dieu, c'est le principe de vie. Donc, entheos, être animé du principe de vie, être enthousiaste, c'est se mettre en vie, d'accord? C'est être animé, allumé, comme dans Disney. Tout à l'heure, on avait quelqu'un qui travaillait chez Disney, là. Brrr, plein de petites lumières qui brillent de partout à l'intérieur de soi, ça, c'est être en vie. D'accord? Donc, être enthousiaste, c'est être en vie, c'est se mettre en vie, dans le vivant, à l'intérieur de soi. Et être enthousiasmant, c'est mettre l'autre en vie. D'accord? Donner l'envie à l'autre. C'est mettre l'autre en vie. Ok. Donc, je vous laisse réfléchir à cette définition, moi que j'aime, à cette étymologie. Ce n'est pas une définition, c'est une étymologie, et qui, sur le point de vue relationnel, pose des bases quand même extrêmement importantes. Pour être impliqué, donc pour être impliquant, il faut être impliqué. Impliqué, c'est être en vie. Être impliqué, c'est être en vie. Impliquant, c'est être enthousiasmant. D'accord? Être enthousiaste et être enthousiasmant. Être impliqué, être impliquant. Et ça, on reboucle sur la respiration, puisque si on n'a pas le souffle, en fait, il n'y a pas de vie, quoi. Hein, donc, il n'y a pas de vie. Bon. Il n'y a pas de vie. Alors, Véronique, il nous reste un quart d'heure. Comment veux-tu occuper ce dernier quart d'heure avec les participants? Est-ce que… Alors, moi, il y a plusieurs solutions. Soit je vous fais, si vous voulez, je peux vous faire un petit croquis cerveau, mais je ne sais pas si vous allez le voir pour répondre à la curiosité de Stéphane. Sinon, moi, vous pouvez me poser des questions. Est-ce que parmi les participants, il y a des situations un petit peu comme Patrick l'évoquait tout à l'heure, des situations de prise de parole que vous avez vécues, que vous souhaitez partager pour savoir ce que vous pourriez faire? Philippe? J'ai une question en particulier par rapport à ces histoires de prise de parole. On vient de nous expliquer de façon fort intéressante comment on pouvait avoir un discours enthousiasmant ou un discours plus efficace en général. Et tout ça a à voir aussi avec cette capacité à s'exprimer devant les autres, ou à présenter des choses aux autres. Et souvent, quand on a cette qualité-là, où on est reconnu pour avoir cette qualité-là, on est souvent aussi taxé d'être un beau parleur ou d'être un trop beau parleur. Quand quelqu'un est trop à l'aise
dans le discours et dans l'art oratoire, il déclenche automatiquement, souvent j'ai remarqué aussi des mécanismes de défense, comme si l'autre savait que ça pouvait être un piège que de s'entendre bien parler, et donc automatiquement déclencher un doute. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Merci Philippe de cette intervention. Alors là vous rentrez dans quelque chose d'extrêmement vaste, qui est la légitimité. Qui est la légitimité, qui est également la peur, c'est-à-dire, alors il ne faut pas confondre, c'est vrai que l'art oratoire est une arme absolue. Hein. On est d'accord, on a des grands avocats au barreau, c'est une arme absolue. Quelqu'un qui parle bien, ben voilà, la plupart des grands dictateurs sont des grands orateurs. S'ils n'avaient pas été des grands orateurs, ils n'auraient pas été des dictateurs. Alors, Dieu merci, tous les orateurs ne sont pas des dictateurs. Ça, c'est notre éthique personnelle qui est en jeu. Mais oui, quelqu'un qui parle bien. Donc là, on touche à la congruence, c'est-à-dire à la justesse. Quelqu'un qui parle très bien et qui utilise ce travail, parce que souvent c'est un travail, ou cet instinct, parce qu'il y en a qui l'ont dans l'instinct, pour prendre trop de place, d'accord, pour faire un petit excès d'ego un peu narcissique. Donc là, on retombe dans la justesse personnelle, le manque de congruence, et ça, c'est lié à l'éthique personnelle, et on a des gens qui, effectivement, agissent comme ça. Par rapport à vous, Philippe, si vous décidez de bien parler, c'est pas forcément prendre toute la place, vous voyez, c'est pas forcément, c'est juste être congruent, faire en sorte que ce que vous dites, ce que vous êtes et ce que vous ressentez et ce que vous donnez à ressentir à l'autre soit aligné, d'accord, soit juste. Voilà. Et donc, vous ne prendrez jamais trop de place si ça, c'est réel. Voilà. Si vous n'avez pas envie de prendre trop de place, vous ne prendrez jamais trop de place. Si vous avez envie de prendre toute la place, ce qui est le cas d'un ténor du barreau, puisque c'est son job de prendre toute la place et d'emporter tout le monde, eh bien, vous allez prendre toute la place. Mais si ce n'est pas votre souhait, ce n'est pas ce qui va se passer. Donc là, c'est l'intention qui va déterminer ça. C'est votre intention. Et on travaille là sur l'intention relationnelle qui va être fondamentale. Qu'est-ce que j'attends de cette réunion? Quelle est mon intention? Donc l'intention étant toujours la finalité de la réunion et ce que vous avez à dire étant l'objectif de la réunion. D'accord? Mais l'intention relationnelle, c'est la finalité de la réunion. Et ça, c'est vous qui le déterminez, Philippe. Si votre intention est bienveillante, pacifique, vous allez générer ça tout le long. Si votre intention est vous êtes très, très, très en colère et vous voulez que ça se voit, vous allez générer ça et ainsi de suite. Donc là, on travaille sur l'intention. Et il faut avoir une intention relationnelle. C'est fondamental. C'est fondamental. Et là, donc, vous soulevez un gros lièvre, Philippe. Mais c'est fondamental. Et je vous entends parler, je vous ai entendu parler 2-3 phrases, Philippe. Voilà, je ne pense pas que, et c'est pour ça que je me permets de parler de légitimité, l'orateur, à partir du moment où il a un truc à dire, et surtout si vous êtes patron, hein, votre légitimité absolue, c'est de prendre la place de l'orateur. Les autres peuvent attendre ça de vous, légitimement également. D'accord? Donc, il n'y a aucun problème de légitimité. Le problème, c'est la surlégitimité. C'est les gens qui abusent. Et ça, ça c'est chacun. Hein. Et je ne pense pas que ce soit votre cas, Philippe. Donc, n'ayez pas peur de ça. Je me limiterai à la prise de parole, hein, Philippe. Je ne sais pas dans mes propos. Mais voilà. Donc, ça, c'est entre vous et vous que ça se passe, hein, clairement. Après, est-ce que je peux me permettre d'ajouter une chose? C'est qu'il y a aussi effectivement
des réactions en retour. Parce que quand il y a un orateur qui est bon, qui peut être juste, qui peut être congruent, comme tu le dis, ça peut susciter de la part de ceux qui n'ont pas ce pouvoir, hein, enfin, je mets des grosses, une certaine envie, tu vois, non? Ben oui, ça peut, mais là, si vous voulez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas psychothérapeute quand vous êtes orateur, hein. C'est-à-dire que vous, la prise de parole, c'est faire du mieux soi-même, d'accord? Rester ouvert aux autres. Vous pouvez repérer des attitudes de gens qui vont peut-être se sentir un peu écrasés ou quoi, je ne sais pas, ça peut exister. Auquel cas, je vous invite à travailler avec vos collaborateurs là-dessus, à aller le voir. Enfin, je ne sais pas, il peut y avoir plein de situations, mais surtout, vous, ne vous dites pas, je ne dois pas prendre ma place parce que je vais être écrasant. Si vous n'avez pas envie d'être écrasant, vous ne serez pas écrasant. Vous ne véhiculerez pas cette réalité-là. Après, ce qui se passe chez l'autre, là, je vous invite à y être extrêmement attentif, d'accord? Mais vous ne pouvez pas le gérer en direct tout le temps. C'est-à-dire que, voilà, il va falloir après… voilà. Si l'autre… mais une fois de plus, le rapport de force, si vous ne le souhaitez pas, vous ne l'induisez pas. Hein, voilà. Il faut vraiment être très vigilant là-dessus et c'est pour ça qu'il faut travailler sur l'accueil, la mise en disponibilité, parler justement, voilà, pour être rassurant, toujours, sauf si vous avez un coup de poing à donner sur la table. Ça, vous aurez toujours à faire ça une fois de temps en temps, hein. C'est clair. C'est pour ça que je vous dis que là, votre intention, pour rejoindre ce que disait Philippe, est fondamentale. Qu'est-ce que vous attendez de cette réunion? D'accord? Et oui, de temps en temps, vous avez des gens qui vont vous dire « Ah là là, il vaut mieux susciter l'émerveillement que l'écrasement. » Et ça, c'est sûr. Quelqu'un va vous dire bah, « C'était très agréable de parler avec toi. » Quelqu'un qui va vous dire « Oh là là, tu m'as écrasé. » D'abord, il ne va pas vous le dire. Donc ça, il faut être attentif aux signaux. Il ne va pas vous le dire. Et s'il a senti ça, c'est que peut-être vous avez eu aussi, à un moment donné, ce comportement-là. Là, on rentre vraiment dans quelque chose d'excessivement subtil. Hein. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Ça, oui, à la façon dont vos interlocuteurs vous reçoivent. Vous voyez, moi, là, je vous parle, je vous vois, enfin, j'essaye de vous voir à peu près tous. Voilà. J'ai une petite sensation toute petite, parce que par vidéo, c'est moins simple, de vous, de votre état d'attention. Et j'essaye de gérer ça, votre état d'attention en permanence, pas uniquement ce que je suis en train de dire. Et donc ça, c'est quelque chose voilà, qui rentre dans les paramètres de l'orateur. Gérer la situation dans sa globalité. Et par rapport à… Oui. Merci Philippe pour ta question. Du coup, on laisse la parole à Odette sur une autre question. Bonjour à tous, puisque je n'ai pas eu l'occasion de m'adresser à tout le monde. Moi, je suis commerciale de métier. Et comment peut-on expliquer que, me concernant, je vais parler pour moi, hein, puisque je suis commerciale, quand j'arrive chez un client, je suis tout à fait à l'aise, comme si je connaissais la personne depuis toujours, ça ne me pose aucun problème. Par contre, prendre la parole en public, ça me terrifie, ça me tétanise. Et en fin de compte, j'y arrive, mais ça me met dans un état de nerfs la veille, 1 heure avant et 10 minutes avant. C'est tout juste si je ne me paie pas un malaise. Comment on peut expliquer cet état de stress alors qu'en clientèle, ça ne me pose aucun problème? Alors, on va laisser Véronique répondre et je pense que ce sera la dernière question puisqu'il nous reste 4 minutes. Donc, Véronique, je t'en prie. Donc, Odette, par rapport à votre métier de commercial, j'imagine que vous aimez votre métier. En fait, et donc, comme vous aimez votre métier, le problème de l'autre n'est pas un problème. D'accord? Vous ne vous dites pas, comme vous êtes dans votre métier, vous ne vous dites pas, il va me juger par rapport à ci, à ça, à ça. Ce qui se passe quand vous êtes en prise de parole. La prise de parole génère, et c'est pour ça que c'est une des grandes peurs de l'homme, génère toujours la crainte du jugement de l'autre.
D'accord? Comment il va me trouver? Comment, voilà, est-ce que je vais y arriver? C'est la peur du jugement qui est multipliée par 25 puisque vous êtes toute seule face aux autres, d'accord? Et que vous n'êtes pas dans la dynamique de votre métier. Ce n'est pas votre métier premier, d'accord? Et votre métier de commercial, si vous l'aimez, il vous sécurise. Parce que vous le maîtrisez, parce que voilà, vous êtes dans vos rouages, donc l'autre ne vous inquiète pas. Ça va, Odette? Alors qu'en prise de parole, l'autre vous inquiète parce que vous vous dites, il va me juger. Oui, alors que je peux prendre la parole devant un public pour parler de mon métier. Mais c'est vrai, je connais mon sujet, mais ça me terrifie. Exactement, exactement, exactement. C'est la peur de l'autre, la peur du jugement. Et donc là, c'est un travail à faire. Voilà, c'est entre vous et vous que ça se passe, c'est pas entre vous et les autres. Hein. Souvent, on a peur du jugement de l'autre, mais l'autre n'a pas du tout envie de vous juger. Il est juste là parce que ça l'intéresse d'être là, ou il doit être là, ou vous voyez, on projette souvent des trucs. Mais bon, voilà, ça, c'est la grande différence, Odette. C'est votre exposition, la notion que vous avez de votre exposition. Merci. Je t'en prie, Odette. Bien. Ok, bah écoute Véronique, merci beaucoup. J'avais renvoyé une question chat. Quelle question souhaitez-vous poser avant que nous nous quittions? S'il y avait une question qui était bloquée quelque part et qui ne s'était pas exprimée, ce serait dommage d'en rester là. Il reste quelques minutes. Oui, Véronique, tu veux dire quelque chose? Moi, ce que j'aimerais, c'est surtout que chacun d'entre vous, que je n'ai pas entendu, me dise une petite phrase, parce que j'ai entendu un petit peu Maud, je n'ai pas du tout entendu Franck, j'ai pas entendu. Voilà, si on peut se dire une petite phrase, chacun, c'est bien. Voilà. Il y a Sandrine qui a noté: merci à tous pour cette belle réunion de bons conseils plein de bon sens. Franck, est-ce que tu veux pas me les dire? Eh ben, merci Véronique pour tous ces conseils ou ces rappels pour ce qui me concerne, puisque alors Odette, je te le dis, j'ai eu la même situation que toi à une époque de ma vie et j'ai suivi un petit cursus de prise de parole en public, ça m'a fait énormément de bien. J'ai appris à rire tout seul, par exemple, qui est une très très bonne méthode pour se débarrasser de ce type de stress, en tout cas pour moi. Donc, si tu as envie de développer un petit peu plus sur ce thème-là, regarde ce qu'on peut t'offrir sur… peut-être ce que Véronique peut t'offrir, d'ailleurs, je ne sais pas si elle en fait sa profession, mais ça débloque pas mal de choses. Voilà. Alors, j'ai trouvé la solution, moi. Dès qu'on me demande de prendre la parole, je fuis, je fais demi-tour. C'est une solution. C'est une solution, hein. C'en est une. Hein. C'est vrai, c'en est une. Alors, juste pour Franck, effectivement, j'ai présenté très rapidement Véronique tout à l'heure. Je n'ai pas fait mon travail correctement. Véronique est coach vocal. Hein, elle est aussi cantatrice. Elle est chanteuse. Elle a, à la base, elle a une maîtrise de l'organe qu'est la voix qui nous dépasse, nous, complètement. Hein, sur le sujet, ça n'a pas de secret pour elle. Donc, elle accompagne, bien sûr, tous ceux qui ont besoin de s'améliorer sur le sujet et à la fois sur les aspects physiologiques et psychologiques, comme vous avez pu le constater. Je ne sais pas si ça va, Véronique, en termes de… Ah, moi, je suis ravie de vous avoir rencontrés tous. Je vois qu'il y a même Jean-Claude qui arrive, que je n'avais pas vu. Donc, bonjour Jean-Claude. Voilà. Et… Donc, moi, je suis absolument contente de vous avoir aperçus tous. Voilà. Et merci Catherine d'avoir organisé ça. Je t'en prie, est-ce qu'effectivement, Jean-Claude, tu veux nous dire un petit mot avant de partir, parce que tu n'as pas eu de réaction non plus tu peux démuter depuis ta plage. On n'a pas le micro, Jean-Claude. Mettre en haut ton micro. Le micro. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'étais là, mais voilà, j'étais un petit peu en multiplex, si j'ose dire. Donc, je me suis permis de rester anonyme au niveau de la caméra. Mais en fin d'intervention, je me permets d'apparaître et pour vous remercier, Véronique, pour votre intervention. Et je trouvais ça très, très intéressant. Merci Jean-Claude. Voilà. Merci Jean-Claude.
Est-ce que Brigitte veut nous dire un mot aussi, parce qu'on n'a pas eu de réaction de sa part? Bonjour. Moi, je suis arrivée en cours de route parce que j'ai eu d'énormes problèmes de connexion. Donc, finalement, j'y suis arrivée autrement, par des biais divers. Mais ce que j'ai entendu était passionnant et je suis bien désolée d'avoir loupé le départ. Ça a été enregistré, c'est toujours enregistré d'ailleurs. Et normalement, si je n'ai pas de pépins techniques à l'issue de cela, je devrais pouvoir partager avec vous. Hein, voilà. Ah, ça, c'est une très, très bonne nouvelle. OK. Donc, on a entendu Joël, Philippe. Qui souhaiterait intervenir avant qu'on se quitte? N'hésitez pas à démuter vos micros pour prendre la parole. Ou pas. Merci Véronique, c'était très intéressant. Il y a des choses à creuser, effectivement. Ouais. Oui, voilà, là, on n'a pas abordé la posture aussi de l'orateur, le rapport au corps, qui évidemment est très important, à la gestuelle. Mais là, c'est vraiment tête d'épingle sur la voix, c'est ce que je vous avais exposé, qui en soi est un sujet à part entière. Vraiment à part entière. Merci à tous. Je vous propose de clôturer cette réunion et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de semaine. Et on fera le lien avec l'enregistrement, Catherine, justement. Absolument. Oui. D'accord, parfait. On fera le lien avec l'enregistrement. À très très bientôt et merci à tous. Portez-vous bien, comme on dit. Au revoir, merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Bonne journée à